Chers amis, mesurons la chance qui est la nôtre d'appartenir à ce peuple de France naturellement insoumis et qui n'est jamais aussi grand que lorsqu'il se dresse contre les injustices. Et soyons heureux aujourd'hui que ce moment militant, fraternel, se tienne alors que dans les villes de l'Hexagone et des Outre-mer résonnent des mots d'ordre qui nous sont familiers parce qu'ils parlent de dignité, parce qu'ils parlent de souveraineté, parce qu'ils parlent de respect, parce qu'ils parlent d'égalité. Alors oui, évidemment, cette convention, elle a pour objet de mettre un mouvement en ordre de bataille pour les élections européennes, en ordre de bataille peut-être aussi pour des élections nationales qui arriveraient avant. Et ça serait totalement légitime que Macron tire les conclusions de son échec et qu'il dissolve s'il avait suffisamment de respect pour le peuple souverain et suffisamment de dignité. Mais ce n'est pas seulement un mouvement en ordre de bataille, c'est aussi un collectif de femmes et d'hommes qui épousent une cause, qui épousent la cause des Gilets jaunes parce qu'ils savent qu'elle est juste. Et nous ne sommes pas là pour finasser, pour pinailler, pour disserter. Quand nous sommes confrontés au surgissement d'un tel événement, il n'y a pas à hésiter. Nous choisissons notre camp. Et ce week-end, comme les jours qui ont précédé, nous avons choisi notre camp. C'est aussi le message de cette convention de décembre. Car enfin, cela ne nous est pas difficile de choisir notre camp pour une raison simple. Les mots qui sont employés sont les nôtres. Et pour celles et ceux qui, comme moi, sont allés plusieurs fois sur les Champs-Élysées pour discuter des heures avec des gilets jaunes qui parlaient de galères, qui parlaient de fin de mois, qui parlaient de transports très longs pour arriver à l'heure au boulot, qui parlaient de petites retraites, qui parlaient d'angoisse aussi, celle de voir par exemple les pensions de réversion des veuves remises en cause. Pour tous ces gens, j'avais l'impression qu'ils faisaient de l'insoumission sans le savoir, mais ils parlaient de salaire. Il parlait de services publics, il ne parlait pas seulement de la hausse de l'essence et de la fiscalité. Et ces mots sont les nôtres. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ce mouvement répondait finalement à une vieille passion française, celle de l'égalité, et qu'il s'inscrivait dans un combat séculaire qui est aussi notre combat, celui des partageux depuis la Révolution française, qui ont une soif inaltérable de justice sociale et qui luttent pied à pied contre le capital pour enfin faire triompher les intérêts du monde du travail. Alors oui, évidemment, nous avons choisi notre camp. Il ne faut pas, comme je l'entends parfois, il ne faut pas opposer la colère à l'espoir. La colère féconde l'espoir. Et c'est l'indignation qui est un moteur puissant au service du progrès. Nous avons d'ailleurs une preuve éclatante et spectaculaire ces dernières semaines. En 3 semaines, Macron, face à ce mouvement puissant, a renoncé à l'augmentation des taxes sur l'essence. Aujourd'hui même, il a fallu 1 semaine de plus pour que Madame Pénicaud et même le président du MEDEF commencent à dire « il va falloir augmenter les salaires ». Eh bien, chers camarades, encore 1 semaine et peut-être verrons-nous Édouard Philippe venir à la télévision en disant « il est temps de faire un référendum révocatoire ». Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il en verra l'issue, car je pense qu'il sera révoqué avant. Mais en tout cas, c'est bien parce que ça veut dire que l'oligarchie découvre, c'est une formation accélérée, la force du nombre et la vertu du rapport de force. Eh bien, ça aura servi aussi à ça, le mouvement des Gilets jaunes.
il y a un lien évident entre ce combat qui est mené dans l'Hexagone et celui que nous allons mener en Europe. Parce qu'en Europe aussi, il y a des bastilles à prendre. En Europe aussi, il y a des citadelles à faire tomber. En Europe aussi, il y a des privilèges à abolir. Et le combat que nous menons avec Younous, parfois seul, contre l'évasion fiscale, contre les traités de libre-échange, contre les dogmes autoritaires, les combats que nous allons mener demain avec Leïla, avec Anne-Sophie, avec Manuel, avec Manon, avec Pascal. Je ne vais pas tous les citer parce que c'est long. J'aimerais citer les 79, mais ça voudrait dire un score stalinien. Mais en tout cas, avec une équipe d'insoumis suffisamment fort et puissant pour les mener, ces combats, ils s'inspirent finalement des principes qui animent aujourd'hui les manifestants, qui ne se contentent pas de pointer les dangers de la vie chère, mais qui rêvent d'augmentation de salaire et même de réforme des institutions. Alors oui, bien sûr, le combat que nous menons ici et maintenant, il est en lien naturel avec les combats que nous menons en Europe. Ça ne sera pas facile, parce que comme Younous l'a dit, cette Europe des riches, cette Europe du capital, nous n'avons pas seulement en face à nous des dogmatiques, nous avons en quelque sorte des religieux. Chaque religion a ses fanatiques. Eh bien, je peux vous assurer que le libre-échange, la concurrence libre et non faussée, l'austérité a les siens de fanatiques. Et le problème, c'est qu'ils dirigent la Commission européenne. Et c'est toujours plus difficile pour nous de combattre les fanatiques parce que les arguments rationnels ne comptent pas. Et je vais prendre un exemple qui est celui sur lequel je me suis le plus battu depuis le début de mon mandat. Ça a commencé par le TAFTA, vous vous souvenez, l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Nous avons mis des mois à obtenir les documents de négociation. Et nous avons vécu quand même un épisode tragicomique qui en dit long sur la conception de la démocratie, puisque pour consulter des documents de négociation, vous êtes parlementaire, vous êtes fouillé à l'entrée, on vous pique votre téléphone, vos stylos, et dans une salle sécurisée, sans fenêtre, surveillée par 2 fonctionnaires, vous avez le droit de prendre quelques notes pendant 1 heure et de promettre de ne révéler rien de ce que vous avez lu, sous peine de perdre votre qualité de parlementaire. C'est ça dont on parle. Mais nous avons quand même gagné le combat contre le TAFTA. Pourquoi? Parce que nous étions soutenus par des ONG, par des associations, par le peuple qui s'est mis en mouvement, et pas seulement en France, mais aussi à Berlin, mais aussi à Madrid, et qui a permis de mettre en échec ce traité. Le problème, c'est que la Commission ne s'arrête jamais. Après le TAFTA, il y a eu le CETA. Et là, je compte sur nos camarades insoumis à l'Assemblée nationale qui pourront combattre le CETA qui va passer bientôt à l'ordre du jour. Dites-leur à vos collègues qui essayent de nous expliquer le formidable impact économique de ce traité, que c'est en réalité un scandale démocratique, un scandale environnemental, un scandale social, un scandale économique, et que si la France se déshonore à ratifier ce traité, ça aura des conséquences concrètes pour les gens dans leurs assiettes, dans les produits chimiques qu'ils utilisent dans leurs objets, la qualité de leurs services publics. Bref, ce combat contre le libre-échange, c'est un combat en règle générale pour un monde plus juste, un monde qui ne soit pas seulement régi par les règles de l'argent. Combien de temps me reste-t-il? 1 minute 15, j'en suis à mon introduction, ça tombe bien. Bref, vous m'avez compris, il faudra des députés déterminés, des députés courageux, des députés convaincus. Mais la force que nous avons, elle vient aussi du mouvement de cette semaine. Parce qu'on nous dit, oh là là, mais ce mouvement des Gilets jaunes, ça nuit à l'image de la France. C'est tout le contraire. Quand la France renoue avec sa tradition universaliste et révolutionnaire, alors toujours elle rayonne en Europe. Et au contraire, quand la France capitule, année après année, sous les diktats de la Commission, alors oui, elle se discrédite. Nous avons cette force, nous avons cet objectif. Nous sommes à la fin d'un cycle.
le cycle du tout libéral. Macron n'est pas le début d'une nouvelle ère, il en est la fin. Il faut que nous hâtions la défaite. Il faut que nous hâtions leur effondrement. Et alors, je finis là-dessus, Jean-Luc a cité hier l'incorruptible, un de nos pères fondateurs, aux verbes hauts et aux principes élevés. Mais je finirai par un autre très grand révolutionnaire, au caractère d'acier, au style tranchant, avec des phrases incisives, merveilleuses, les plus belles peut-être de la politique française. Saint-Just. Il disait « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Eh bien, chers camarades, non seulement soyons heureux de faire campagne, mais faisons advenir le bonheur dans l'Europe que nous voulons construire ensemble. Alors, belle campagne et vive la campagne de la France insoumise. Merci Emmanuel.